Le monde du sport de haut niveau adore les trajectoires bien linéaires. C'est presque un algorithme prévisible, en fait. Ah ouais, c'est le modèle classique, le fameux retour sur investissement des fédérations. C'est ça. Un gamin doué entre dans un centre de formation prestigieux, il valide minutieusement chaque catégorie de l'équipe nationale de jeunes de son pays de naissance, et on attend la sélection A comme une simple formalité. Une formalité administrative, ouais. Le chemin est tracé, sécurisé, c'est presque bureaucratique pour le coup. Sauf que là, cet algorithme vient de dérailler spectaculairement. Et c'est exactement ce qui motive notre analyse aujourd'hui. On va se pencher sur le cas de Mamadou Diakon. Un profil fascinant, 20 ans à peine. 20 ans, oui. Et il vient de prendre une décision qui provoque un véritable séisme dans le microcosme du foot international pour ce rassemblement de mars 2026. Il a officiellement dit non à l'équipe de France Espoir. Ce qui est loin d'être anodin. Ah, c'est énorme. Pour ceux qui suivent le foot d'un peu plus loin, les Espoirs, c'est l'antichambre absolue. C'est la salle d'attente VIP avant de rejoindre les vice-champions du monde. Et Diakon a refusé cette place pour répondre à l'appel du Sénégal. Pour rejoindre la fameuse tanière dirigée par Pape Thiaw. Exactement. Nos sources aujourd'hui, qui vont des communiqués officiels aux analyses statistiques détaillées, qualifient littéralement cette manœuvre de, je cite, « braquage parfait du Sénégal sur la France ». Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Comment une fédération parvient-elle à arracher un joueur promis à un tel avenir institutionnel ? Ce qui est fascinant ici, c'est cette notion de braquage parfait. C'est un terme qui véhicule l'idée d'un vol, tu vois, ce qui est une perspective quand même très franco-centrée. C'est vrai qu'on regarde ça depuis l'Europe. Bah oui, si on décentre un peu le regard, c'est pas un braquage, c'est une démonstration de force. Une force diplomatique et sportive. Et l'onde de choc vient vraiment du timing. Parce qu'avant, un joueur appelé chez les Bleuets y allait direct, non ? Automatiquement. C'était la garantie d'une vitrine médiatique incroyable. Refuser ça pour choisir le Sénégal à 20 ans, ça veut dire que la hiérarchie mondiale a complètement basculé. Le Sénégal sort d'un sacre à la CAN 2025, on le rappelle. Donc c'est plus juste le choix du cœur. Non, c'est fini ça. Il se présente plus comme une alternative sentimentale, mais vraiment comme une puissance sportive capable de rivaliser avec le sommet de l'Europe. Je suis ravie que tu parles d'attractivité, parce que quand on lit les articles sur ce transfert d'allégeance, il y a une analogie qui m'est venue à l'esprit. Une analogie très monde de l'entreprise. Ah, je t'écoute. C'est comme observer un jeune ingénieur ultra brillant. Il a été repéré et formé par une multinationale historique, disons la France. On lui offre un bureau en verre, une sécurité de l'emploi en béton armé. Le plan de carrière sur 20 ans, quoi. Voilà. Mais à la seconde où il reçoit son badge, il démissionne pour rejoindre une start-up licorne, ultra dynamique, le Sénégal, au moment exact où elle domine son marché. La multinationale offre la structure, mais la start-up, elle offre le frisson de l'hypercroissance. C'est une super image. L'analogie de la start-up fonctionne bien pour la dynamique de croissance, mais elle occulte un peu le moteur principal de cette décision. Qui est ? La garantie d'impact immédiat couplée à l'affect. Une multinationale, elle te demande de faire la queue. En équipe de France, Diakon arriverait dans un embouteillage monstrueux de talents offensifs. C'est clair qu'il y a du monde devant lui. Il devrait patienter, prouver, attendre la blessure d'un titulaire, alors que le discours d'un sélectionneur comme Pape Thiaw est radicalement différent. Il ne propose pas des stock-options hypothétiques pour dans 5 ans. Il lui dit quoi concrètement pour le convaincre à ce moment charnière ? Eh bien, la mécanique de recrutement en coulisses, elle repose sur des projections tactiques ultra précises. Thiaw, il montre aux joueurs des séquences vidéo, il lui explique comment le système va s'articuler autour de lui. Dès demain, il offre le statut de pièce maîtresse. Directement dans une équipe championne d'Afrique en titre ? C'est ça. Et pour un compétiteur de 20 ans, l'immédiateté du projet sportif pèse beaucoup plus lourd que le prestige d'une salle d'attente, même si elle est dorée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce discours de Thiaw repose sur la promesse d'un rôle central. Mais des entraîneurs nationaux font pas des ponts d'or juste pour contrarier l'Europe. Il faut que le joueur assure derrière. Ah ben, les statistiques de Diakon justifient totalement cet engouement, oui. Nos sources sont unanimes là-dessus. Formé au Stade de Reims, ce qui est une excellente école, il explose aujourd'hui au club Bruges. En Jupiler Pro League, le championnat belge, il affiche 19 matchs pour 5 passes décisives. Ce qui est très propre. Le championnat belge est super physique, c'est un vrai laboratoire de post-formation. 2 buts et 2 passes décisives cette saison. Et c'est ça qui change tout. La Ligue des Champions, c'est un filtre impitoyable. Pourquoi c'est si différent du championnat régulier ? C'est un environnement où le temps de décision est divisé par 2. Réussir à être décisif 4 fois dans la compétition la plus fermée au monde, face à des défenses calibrées pour broyer les jeunes attaquants, Ça envoie un message clair.
Très clair. Ça indique que la barrière psychologique du très haut niveau est franchie. Diakon n'est plus une promesse, c'est une certitude opérationnelle. Et les recruteurs utilisent des termes très précis d'ailleurs. Le dossier mentionne un profil d'ailier moderne, doté d'une énorme capacité de percussion et capable d'élimination en 1 contre 1. Le fameux 1 contre 1, ouais. Il y a aussi cette notion de polyvalence sur les 2 flancs. Alors, ce vocabulaire tactique est partout, mais concrètement, sur une pelouse, qu'est-ce que cette percussion change pour le Sénégal? Faut visualiser l'évolution du foot moderne pour comprendre. Aujourd'hui, 80% des équipes de très haut niveau, surtout en CAN ou en Coupe du Monde, elles défendent en bloc bas. C'est-à-dire tous regroupés derrière. Voilà, 2 lignes de 4 ou 5 joueurs extrêmement resserrés près de la surface. Du coup, la passe chirurgicale, elle passe plus. Il n'y a physiquement pas d'espace. D'accord? Donc, l'unique solution pour désintégrer ces forteresses, c'est la percussion. L'art de prendre le ballon, de fixer un défenseur et de le dribbler. Parce qu'à l'instant où le défenseur est éliminé, tout le système adverse s'effondre. Exactement, c'est un effet domino. Un deuxième défenseur doit sortir de sa zone pour couvrir, ce qui libère un espace, démarque un attaquant et boum, tout le bloc est déséquilibré. C'est une ressource rare, ça. Des joueurs capables de faire ça à l'arrêt, sous pression. C'est la denrée la plus chère du foot actuel. Et la polyvalence conventionnelle, elle démultiplie ce danger. S'il peut jouer à gauche pour rentrer sur son pied droit et frapper, ou à droite pour déborder et centrer, la préparation vidéo pour l'adversaire devient un enfer. Impossible de prévoir ce qu'il va faire. Voilà, tu peux pas mettre une prise à 2 systématique s'il change de comportement selon le côté. Alors, je comprends la théorie, hein. L'idée de l'imprévisibilité est séduisante. Mais je vais me faire un peu l'avocate du diable concernant cette polyvalence. Vas-y. Quand je pense aux ailiers les plus terrifiants de l'histoire récente, je pense à des spécialistes absolus, des joueurs qui opéraient exclusivement depuis un seul couloir et qui répétaient la même action de manière obsessionnelle. Le fameux crochet intérieur, frappe enroulé. Exactement. Tout le stade savait ce qu'ils allaient faire. Les défenseurs le savaient, les gardiens le savaient, mais c'était exécuté avec une telle perfection que c'était inarrêtable. En voulant être performant partout, Diakon ne risque pas le syndrome du touche-à-tout. C'est une bonne question. Est-ce qu'on dilue pas son danger en l'empêchant de devenir le maître absolu d'un seul couloir? C'était vrai avant. L'argument de l'hyperspécialisation fonctionnait dans des systèmes très spécifiques construits autour d'une star. Mais aujourd'hui, l'ailier unidimensionnel, c'est presque une anomalie. Et l'IA utilisée par les staffs permettent de neutraliser mathématiquement une action prévisible, même si elle est parfaite. La polyvalence de Diakon, c'est pas un manque de spécialisation, c'est une arme d'adaptation en temps réel. Donc s'il est bloqué d'un côté, il change. Exactement. Si un latéral adverse prend le dessus physiquement dans les 20 premières minutes, il permute, sans que l'équipe perde en efficacité. C'est cette fluidité qui intéresse Pape Thiaw. Surtout que Diakon ne s'insère pas dans un vide tactique. C'est clair, nos documents le soulignent bien. Ce braquage s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste. Les articles citent 2 autres noms fondamentaux, Lamine Camara et Michael Ngor-Faye. Ah oui, la nouvelle génération. La source explique que ce trio incarne le futur des Lions. Et surtout, que le projet séduit les binationaux dès leur plus jeune âge. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a vraiment un changement de paradigme. Totalement. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est la fin d'un modèle. Historiquement, la mécanique était assez cynique. Les joueurs talentueux attendaient jusqu'au dernier moment une sélection européenne. La France, l'Espagne... Voilà. Et l'équipe africaine de leurs parents fonctionnait comme un filet de sécurité. Ils y allaient par dépit vers 27 ou 28 ans. C'était le choix de la raison, souvent pour jouer une Coupe du Monde avant la retraite. Le fameux plan B. Ça devait créer des dynamiques de vestiaire particulièrement complexes, non? Entre les joueurs locaux et les binationaux perçus comme des opportunistes? Absolument. C'était souvent très tendu. Mais ce que le Sénégal réussit avec Camara, Faye et maintenant Diako, c'est la destruction de ce modèle du plan B. Ces gars ont 20 ans ou moins. Ils ont les plus grands clubs européens à leurs pieds? Et les sélections européennes qui les supplient de rester. Choisir le Sénégal à cet âge-là, c'est affirmer que le projet sportif africain est supérieur ou au moins égal au projet européen. C'est une sacrée victoire pour la fédération sénégalaise. Oui, et ça s'explique par la professionnalisation extrême entamée sous Aliou Cissé et poursuivie par Thiaw. Installation médicale, analyse vidéo, logistique. Ils n'ont rien à envier à la Ligue des Champions. Le Sénégal devient le premier choix par excellence. Ils sécurisent leur répine dorsale pour la prochaine décennie. C'est brillant sur le papier. Mais le football de haut niveau se moque de la théorie. Tout ça va être testé dans le réel d'ici quelques jours. Et le calendrier est rude. C'est un scénario de film, Evis. Nos sources dévoilent 2 rencontres fin mars. D'abord le 28 mars, face au Pérou,
Et attention aux détails qui tuent, le match se joue à Paris, au Stade de France. Cela soulève une question importante sur la gestion psychologique. La programmation est un chef-d'œuvre de tension. Affronter une nation sud-américaine, réputée pour sa densité physique et son agressivité, c'est déjà un test. Surtout pour un jeune allié. Mais le contexte géographique, alors là, ça transforme le match en cocotte minute. Le Stade de France, c'est pas neutre. C'est le sanctuaire du foot français, hein. L'ironie est vertigineuse. Imaginez ce qui va se passer dans la tête de ce gamin. Il y a quelques semaines, il déclinait l'équipe de France Espoir, et pour sa première apparition avec le maillot sénégalais, Pour fêter la CAN devant la diaspora en plus. il va devoir prouver sa valeur sur la pelouse même du pays qu'il vient de rejeter. La tribune de presse sera blindée de journalistes français, presque dans l'attente du moindre faux pas pour se rassurer. La charge symbolique est étouffante. Le risque de surchauffe émotionnelle est immense, ouais. Le public sera en fusion, ce qui est génial, mais ça exige un sang-froid extraordinaire pour pas surjouer. Faut pas qu'il essaie de justifier son choix en tentant un exploit à chaque prise de balle. Et le défi s'arrête pas là. 72 heures plus tard, le 31 mars, choc thermique et culturel, il sera à Diamniadio pour affronter la Gambie. Le stade Abdoulaye Wade. Le vrai baptême du feu. On passe d'un stade européen ultra-moderne à l'ambiance électrique d'un derby ouest-africain. Comment un jeune de 20 ans absorbe une telle pression ? Ça va être dur. Le match contre le Pérou, c'est politique et symbolique. Mais la Gambie, c'est la réalité brute du continent. L'ambiance y est volcanique. Le public sénégalais est très connaisseur, mais aussi ultra exigeant. Ils vont l'attendre au tournant. Clairement. Ils attendent d'un joueur formé en Europe qui brille en Ligue des Champions, qu'il apporte une supériorité immédiate. S'il rate ses premiers dribbles sous une chaleur étouffante face à un défenseur rugueux, on lui fera aucun cadeau. L'âge sera pas une excuse ? Non, aucune. Passer de Paris à ce chaudron en 3 jours, ça demande une capacité d'adaptation mentale rare. Le rôle des cadres du vestiaire sera vital pour le canaliser. C'est vraiment la semaine qui peut forger une carapace pour toute une carrière ou laisser de profondes cicatrices. Si on résume un peu cette plongée en nos sources, le portrait est saisissant. Oui, on a une vue d'ensemble très nette. On a Mamadou Diakoné, allié redoutable, prouvé en Ligue des Champions, qui fait le choix fort de rejoindre le Sénégal, symbole d'une nation championne d'Afrique qui attire les pépites dès leur éclosion, avec un baptême du feu imminent. Ce qu'il faut vraiment retenir, pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'histoire de Diacon illustre un foot mondial en pleine mutation. La géographie de l'influence a changé. L'attractivité sportive n'est plus le monopole de l'Europe. Ce qui m'amène à une ultime réflexion, un truc inédit à creuser. Si les nations comme le Sénégal continuent ces braquages parfaits sur des jeunes de 20 ans formés en Europe, est-ce que les fédérations européennes vont pas finir par paniquer ? C'est fort probable. Est-ce qu'elles vont modifier radicalement leur système ou faire pression sur les instances pour verrouiller leurs jeunes talents beaucoup plus tôt ? Imposer un choix irréversible dès 16 ou 17 ans, par exemple ? Ça poserait des questions éthiques énormes. Totalement. La bataille pour les talents se jouera peut-être plus seulement sur le terrain, mais dans les bureaux administratifs. C'est une perspective fascinante et franchement un peu effrayante. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie.